Et bonjour compagnons de code, dans cette vidéo nous allons faire un appel API. Alors, une API c'est quoi? Application Programming Interface. Tiens, je te l'écris tellement c'est beau. Bon, alors c'est clair, ça fait super intelligent quand on le dit, mais concrètement c'est quoi? C'est tout simplement en fait le branchement à un service externe, un back-end, sur lequel on va aller chercher des données dans un premier temps. Plus tard, on pourra voir également qu'on peut envoyer des données, modifier des données, complètement ou partiellement, supprimer des données et récupérer d'autres informations intéressantes. On verra ça plus tard. Donc pour faire simple, une API, c'est un service web qui va nous permettre d'interagir avec des données. Par exemple, le site Amazon n'affiche pas les produits un par un. On ne va pas se faire les petites fiches sur notre fichier HTML produit par produit. Le site va se connecter à une API qui va lui renvoyer la liste des produits à afficher, un tableau de produits à afficher, et sur ce tableau, le site va boucler pour afficher, pour chaque produit, la fiche produit que tu vois sur l'écran du site. Mais pendant ce temps, pendant le temps de chargement, le site ne doit pas être bloqué, c'est-à-dire que je ne suis pas bloqué pendant que j'attends la réponse de mon API. La fonction d'appel API doit donc être asynchrone, contenir une promesse. Async await, ça te dit quelque chose? Allez, on se prépare le terrain dans l'HTML et le CSS, et après on va passer au JavaScript. On va se faire, après notre H2 à la recherche des données perdues, une div container. À l'intérieur, on va se mettre un paragraphe avec une classe texte. On va juste se mettre un coucou, voir à quoi ça ressemble. Alors tu vois là que le CSS est déjà mis en place, hein. J'ai fait un CSS tout ce qu'il y a de plus simple et basique. Je te le montrerai après, ne t'inquiète pas, à moins que tu veuilles faire quelque chose à ta sauce, bien évidemment, tu fais comme tu le sens. Et d'ailleurs, le CSS, on va aller le voir tout de suite. Alors, dans un premier temps, ici, j'ai mon reset traditionnel, hein, avec un padding 0, margin 0, le box sizing, border box, la font family sans serif, le body, le H1, le H2. Globalement, c'est ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, si tu les as vues. Pour ce qui est du container, on a 80% de width. Je te laisse copier le reste. Fais pause, copie, vas-y. Et une fois que c'est fait, on est reparti. Alors, ce que je vais te proposer ici, c'est déjà le coucou, on va se le commenter. Et une fois que c'est commenté, on va pouvoir aller dans notre app.js. Alors déjà, notre app.js, est-ce qu'il est bien connecté? Est-ce que tout fonctionne bien? On va se faire un console log de coucou. Mon coucou apparaît ici, je le zoome un petit coup, super, allez, on est parti. Dans un premier temps, avant même d'appeler notre API, on va déjà se préparer la fonction qui va nous permettre d'afficher le texte. On va se faire une fonction create text. Nous aurons en paramètre le message, le texte, et pour ce qui va être de cette fonction, en fait, on va créer une div qui contient un texte, et cette div, on va l'ajouter dans le container. Donc déjà, il faut qu'on cible notre container. Donc tout en haut, je fais un const container, document query selector de notre élément qui a la classe container dans notre HTML. Et on est parti, on va se créer déjà notre div. Const div égale document.createElement, et on va se créer une div. Donc on aura bien une div pour chaque élément qu'on va récupérer de notre API. Notre div, on va lui ajouter une classe list, donc classe list.add, et on s'est déjà préparé la classe texte. Notre div va contenir un texte, donc div.textContent, et à l'intérieur, on mettra le message qui passera en paramètre de notre fonction. Et maintenant que notre div contient un texte, il faut qu'on l'ajoute à notre container, donc on va se faire un container.appendChild, et on va lui ajouter notre div. Voilà, donc ça va être une fonction utilitaire, et on voit que pour créer une simple div, c'est quand même un petit peu lourd. Mais tout ça, ça sera bientôt terminé, puisque après ce cursus, je vais te proposer d'apprendre une librairie JavaScript, React, qui va te permettre de faire ça très facilement. Là, on a quelque chose qui va tenir en 5-6 lignes. Avec React, tu verras, ça ira tout seul. Mais il faut connaître le process de fonctionnement avant de se faciliter la vie avec des outils fantastiques comme React. Existe également Angular, Vue.js ou d'autres éléments. Pour ma part, je resterai sur React. Ce sera un autre sujet, on en parlera plus tard. Donc là, on va se créer nos textes. C'est-à-dire que pour chaque élément de l'API qu'on recevra, on pourra mettre un texte à l'intérieur. Alors, on peut déjà se le tester avant même d'appeler notre API. Tiens, on peut se faire un create text. Coucou, c'est moi. Et hop, j'ai mon coucou, c'est moi qui apparaît. Voilà, tout simplement, pas plus, pas moins. Allez, cette ligne, je peux la commenter. Et on passe à la suite. Ce qui nous intéresse, l'appel API. Alors, l'appel API, c'est bien gentil, mais on va appeler quoi comme API? Où est-ce qu'on va récupérer des données? Alors, tu as plusieurs possibilités. Tiens, je vais te copier-coller ici deux liens qui existent. JSON Placeholder est assez intéressant dans la mesure où tu peux avoir plein d'informations génériques, c'est-à-dire tu peux avoir plein d'utilisateurs. Bah tiens, on va se le prendre là. Je le copie et je vais le coller là-dedans. Hop. Voilà, quand tu appelles une API, tu reçois un tableau d'objets. Un JSON, exactement, puisqu'on voit bien ici que les clés, pour chaque paire clé-valeur, est entre guillemets, c'est du texte, donc ce n'est pas un tableau d'objets au sens strict de JavaScript.
on est bien sur un élément de type JSON. Donc ici, on va se récupérer un utilisateur, une utilisatrice avec un nom, un prénom, une adresse mail, son adresse, son téléphone, et ça te permet de t'entraîner à travailler avec des API. Tu peux également avoir le site swappy.info. Alors moi j'aime bien Swappy parce que le sujet de Swappy c'est Star Wars API. Et tu peux te récupérer les films, des données sur les films, sur les personnes, sur les planètes. Tiens, on va aller se prendre l'API sur les planètes par exemple. Je la copie, je la colle, et à ce moment-là tu vas récupérer ce type d'informations. Hop. Le nom Tatooine, sa période de rotation, des informations qui ne servent à rien fondamentalement, juste elles t'aident à t'entraîner à travailler avec des API. Mais nous, on travaille quand même pour Raoul et Gertrude, il ne faut pas l'oublier, et Raoul et Gertrude ont préparé leur propre API. Et leur API, ce sera, hop, je te la note ici, tu l'auras en lien, ce sera écrit sous la vidéo, t'inquiète pas, on ne va pas essayer de la copier, https://myiapis.barpat.fun/api-resto_all_foods. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un gros truc illisible, mais là, j'ai une petite case à cocher. Alors, je crois que ça appartient à Chrome, il n'y a rien à installer pour voir ça. Impression élégante. Et là, je récupère pour chaque élément un ID, le nom, le prix, une image. Tiens, je peux aller me récupérer l'image, on va voir à quoi ça ressemble. Là, si on a notre bacon, je copie ça ici. Et j'ai bien une photo du burger au bacon, on voit les tranches de bacon. Et on a également le type de produit. Ici, j'ai un burger. Ici, je peux avoir une boisson. Au-dessus, là, j'ai un finger food. Tiens, tenders, à quoi ressemble l'image des tenders? Voilà, ici, on a bien notre menu avec les tenders. Donc, avec une API, on peut faire transiter, non pas l'image, attention, l'adresse de l'image qui est hébergée, ici, on le voit, sur le cloud du compagnon.fr. C'est un petit cloud que je m'étais développé. Tu peux y aller, l'inscription est gratuite et tu peux mettre des images si tu en as besoin pour tes propres projets, tes propres sites. Quoi qu'il en soit, nous, on va aller travailler, appeler l'API ici, puisqu'ici on a des informations, c'est bien, mais moi je les veux pas à droite, je les veux à gauche dans mon JavaScript pour après les afficher ici, sur notre site. Donc on va faire notre appel API. L'appel API va être une fonction asynchrone, puisqu'on va dire j'appelle l'API, mais le temps que ça arrive, on ne veut pas bloquer le site, donc on a bien une fonction asynchrone. Async function, et je vais l'appeler par exemple getDatas. Alors, on pourrait utiliser un système de promesse. La promesse retournerait ce qu'elle aura attrapé de l'API. On appellera ça un fetch. Je vais fetcher une API, je vais récupérer les informations d'une API. Et après, on aurait un .zen. Mais maintenant qu'on connaît le système d'async await, on ne va pas écrire promise, on ne va pas écrire de .zen, on va juste utiliser les async await, ça fonctionnera très bien comme ça. Mais il faut toujours penser que ça peut planter. On pourrait ne pas récupérer d'informations ou récupérer une erreur. À ce moment-là, on ne veut pas laisser passer l'erreur, donc on va mettre notre appel dans un bloc try-catch. Dans un premier temps, on va gérer l'erreur, au moins c'est fait. Donc si on attrape une erreur, ici on pourra faire un console.error et on pourra mettre en texte problème avec la récupération. Et en deuxième paramètre de notre console error, on mettra tout simplement l'error qui aura été récupérée. Ça, c'est pour l'erreur. Maintenant, ça serait bien qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça peut marcher aussi, ça serait quand même sympa. Alors, comment ça fonctionne? On va utiliser une fonction qui s'appelle fetch. C'est une fonction native de JavaScript qui va permettre d'aller récupérer des informations d'une URL, l'URL d'une API, ça sera quand même plus sympa. Et tout ça, on va le mettre dans une const. Alors tiens, je vais l'appeler const resp. Je vais t'expliquer après pourquoi, c'est juste pour pas que tu t'embrouilles, tout simplement. Et là, on va faire un await, donc il ne se passera rien d'autre dans cette fonction tant que ceci n'aura pas été fait, tant que le fetch n'aura pas abouti. Et le fetch contient une promesse, c'est-à-dire que la fonction fetch est une promesse en soi. Donc on n'a pas besoin d'écrire promise, new promise, elle est déjà dans le fetch, donc on n'a même pas besoin de s'embêter. Et à l'intérieur de notre fetch, on va se mettre notre URL. Alors on pourrait le faire comme ça, tu peux le laisser comme ça, ou alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que ici, juste après fonction, je fais ma const URL et je mets l'URL à l'intérieur, que si j'ai besoin de la changer, je peux venir directement la changer en haut sans avoir besoin de chercher dans mon bloc de code. Et à la place de tout ceci, j'ai juste à mettre mon URL. Alors je l'appelle URL parce qu'on appelle une URL. Si je l'appelais bidule, j'écrirais ici bidule tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque je fais mon fetch de mon URL? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Console log de resp. Alors on met pas resp en général, on met response. Mais j'ai pas mis response volontairement. Et là, je vais lancer ma fonction getData, puisqu'en l'état, il ne se passe pas grand-chose. GetDatas.
Qu'est-ce qu'elle me dit? Et bien voilà, on récupère une réponse. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelée réponse, pour pas que tu crois que si j'écris réponse ici, c'est écrit réponse là. Mais en fait, en général, tu verras souvent réponse ici, tout simplement parce qu'on se récupère une réponse là, mais c'est pas parce que tu écris réponse ici que tu as réponse là, hein, que ce soit bien clair. Notre réponse, qu'est-ce que c'est? Notre réponse, elle nous dit que ok, c'est de type Corse, c'est le système de connexion entre un front-end et un back-end, entre ton service et l'API. On a fait un fetch sur l'URL qui est là, ok, c'est vrai, je valide. On a un statut 200, on a un OK sur true, super, ça va être utile. Donc le statut 200, tout ce qui commence par 200, c'est bon, c'est OK. Tu connais la célèbre 404, là ça marche moins bien. Voilà, donc ici, globalement, ça nous dit, tu as la clé, tu l'as mis dans la serrure, ça a ouvert, pas de problème. Attention, pendant longtemps, moi j'ai cherché les données là-dedans, tu ne les as pas. Alors j'ai essayé de trifouiller dans Body, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu tout ce que je trouvais, j'ai fouillé là-dedans, dans tous les sens. Les informations ne sont pas dans Response. Response, c'est juste pour te dire, tu as la bonne clé pour la bonne serrure, tu peux ouvrir la porte. Maintenant que la porte est ouverte, tu peux rentrer et te servir. Voilà ce que ça veut dire. Ok, eh bien je vais rentrer et je vais me servir. Alors comment je fais pour récupérer des informations? Eh bien les informations, ce sont des données, donc on va se les mettre dans une variable, const. Je l'appelle data, tu peux l'appeler comme tu veux. Et ici, on va se dire qu'on va récupérer le JSON de la réponse que tu ne trouvais pas dans le console log. Hein. Là, tu l'avais pas. Donc ne le cherche pas, mais ne t'inquiète pas, le fetch fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc tu vas récupérer ta réponse, c'est-à-dire tu vas récupérer le nom qui est là, et tu vas lui appliquer la fonction JSON. Et ce qui est fantastique, c'est que cette fonction va te récupérer les informations, et en plus va te les parser de telle manière que, au lieu du JSON qu'on a pu voir ici, on va se récupérer bel et bien un tableau d'objets avec lequel tu pourras travailler. On va se le prouver tout de suite. Si je fais un console log de mes datas, à ce moment-là, je récupère bien toutes mes informations. Et si par exemple, je reviens ici, là on avait mis l'URL, effectivement, de Raoul et Gertrude. Si je vais voir le dernier produit est un cheesecake à 7,90. Je reviens sur le site, dans mon console log, je vais voir le dernier produit, et j'ai bien mon cheesecake à 7,90 avec, tiens, je regarde l'adresse de l'image. Hop, je vais me la copier-coller là-dedans pour vérifier. Et j'ai bien une part de cheesecake, qui me donne bien envie d'ailleurs, au passage. Nous avons donc pu faire un const response pour valider qu'on avait bien la bonne URL et qu'on avait le droit d'y accéder, puisque tu pourrais limiter les accès. On pourra voir ça plus tard. Et ici, j'ai pu récupérer les informations qui étaient contenues dans cette URL, dans cette API. Tout ne se passe pas toujours aussi bien. Donc avant d'aller récupérer les informations, entre-temps, on va vérifier si tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pour ça, on va aller voir si notre réponse ici, elle est bien OK, si le OK est bien sur true. Si ce n'est pas sur true, bah, ce sera sur false, auquel cas, il faudra qu'on agisse un petit peu différemment. Alors, comment on va écrire ça? If, on va récupérer réponse.OK. Alors nous, on ne veut pas que ce soit OK, nous, on veut gérer l'erreur. Donc ça veut dire qu'on veut l'inverse. Si la réponse n'est pas OK, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se faire un console log problème de récupération. Mais en fait, ce ne sera pas nécessaire puisqu'en fait, on va surtout jeter une nouvelle erreur. On appelle ça jeter une nouvelle erreur. En anglais, throw new error. Et à ce moment-là, on pourra se mettre par exemple erreur HTTP, statut. Et en deuxième paramètre, on pourra mettre le response. Alors, la response.status. Auquel cas, si le statut n'est pas à 200, comme c'est le cas ici, puisque tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à ce moment-là, on va récupérer notre statut et on pourra se l'afficher. Cette erreur sera capturée donc par le bloc catch, puisque là on va envoyer une nouvelle erreur qui apparaîtra ici dans error. On tombera sur ce type d'erreur, c'est-à-dire réponse pas OK, essentiellement dans le cadre d'une erreur de requête HTTP, par exemple une page introuvable, une 404. Mais si tout est OK, auquel cas on se récupère les données, auquel cas on peut se les afficher ou pas, et on se les est assez affichées. Quoique non, tiens, allez, je vais quand même le laisser afficher, on va en avoir besoin pour après. Mais les données, c'est bien, mais ça serait bien de les retourner, c'est-à-dire que si personne ne les utilise, aller faire un appel API pour ne rien faire, ça n'a pas de sens. Donc il faut bien penser à return no datas. Je vais un petit peu ranger mon code, un petit maj alt F, super. Alors maintenant qu'on a nos données, nous ce qu'on va vouloir, ça va être boucler sur ce tableau d'objets pour les afficher ici, grâce à la fonction que nous avons créée au tout début
de la vidéo createText. On va donc se faire une nouvelle fonction. Cette fonction, ce sera showDatas. Et à l'intérieur, on va récupérer les datas. Donc on va se faire une variable const myDatas. Et ce sera égal à getDatas. Attention, getDatas c'est une fonction asynchrone. Donc ici, il faut que je mette un await. À partir du moment où j'appelle une fonction asynchrone dans showDatas, elle-même devient asynchrone. Alors on va déjà tester si j'ai des datas. Si j'ai des datas, je peux continuer. Si je n'ai rien, si c'est vide, auquel cas, ben, on sort de la fonction, ça ne sert à rien de continuer à travailler. Donc je vais déjà tester si je n'ai rien. If myDatas est vide, nul. C'est-à-dire qu'on serait sur false. À ce moment-là, return, on sort de la fonction. De ce fait, à ce niveau-là, on a retourné nos données puisqu'on a récupéré quelque chose. Mais si on attrape une erreur, ce que je te propose ici, c'est de faire un return de nul. C'est juste pour valider que s'il y a une erreur, on ne retourne rien. Et du coup, à ce niveau-là, on sortira de showDatas. Si maintenant je récupère des données, ce que j'ose espérer, on va récupérer myDatas. Et pour chaque élément de myDatas, on va pouvoir afficher des éléments ici avec la fonction qu'on a tout en haut de la page, createText. Donc je récupère myDatas. Et pour chaque élément, donc for each, alors chaque élément de myDatas, ça pourrait être myData par exemple au singulier. Et là, on va pouvoir lui dire, je vais me faire une petite fonction fléchée. Et on va appeler donc la fonction createText. Je ne mets pas des guillemets, mais des backticks. S'habituer au backtick, c'est toujours intéressant. Nom du plat. $accolade, on mettra myData, c'est-à-dire ce que nous avons ici. Et on va récupérer le name. Pour rappel et mémoire, notre URL, notre API nous renvoie bien des éléments avec un nom. Hop. Et on va mettre le prix, donc nom du plat. Après l'accolade ici, on va se faire prix. 2 points, $accolade, et on va se mettre une autre variable, myData.price. Si tu t'amuses à mettre les images, je t'en prie, fais-toi plaisir. Maintenant que ceci est fait, je peux appeler la fonction showDatas, et à ce niveau-là, on voit qu'on a bien tous nos éléments, tous nos produits avec les prix. Alors si par exemple, je me dis, là c'est un peu trop mélangé, je vois que j'ai des burgers, je vois que j'ai des finger food, je vois que j'ai des boissons, j'ai des desserts, moi j'aimerais avoir que les burgers. Pas de souci, puisque notre API nous propose effectivement pour chaque élément un type de produit. Je veux seulement les éléments qui sont de type burger. À ce moment-là, je peux venir ici, là juste après l'ouverture de mon accolade, if myData.type est égal à burger. À ce moment-là, je peux faire ce qu'on s'était dit ici, c'est-à-dire appeler la fonction createText. Et là, à ce moment-là, je ne reçois bien que mes burgers. Alors, ici, ça fonctionne parce qu'il y a peu de données. Si tu commences à avoir des bases de données énormes, il ne faut surtout pas faire un appel global et après faire un filtre. Ça serait récupérer beaucoup d'informations pour pas grand-chose, auquel cas, ça voudrait dire que l'URL de l'API qu'on t'a fournie n'est pas bonne. Il faudrait que la personne qui s'occupe du back-end, qui s'occupe de l'API, te fasse une API qui ne te récupérerait que les burgers. T'inquiète pas, Raoul et Gertrude y ont déjà pensé. On verra ça dans la prochaine vidéo. Nous voyons ici que nous avons deux fois le tableau qui apparaît, tout simplement puisqu'on a appelé ici getDatas, ce qui ne sert plus à rien. Je peux le commenter. Quand nous faisons un appel API, on voit qu'il se passe un petit temps quand je rafraîchis. Hop, il y a un petit temps de latence parce qu'il faut que ça charge. Alors ce qu'on pourrait se faire, c'est aller dans l'index HTML, et on peut un petit peu s'amuser. Et on va se faire, là, dans le container, je vais me faire un p.text.loading. Et on va se mettre, par exemple, chargement. Je le copie-colle, et je vais mettre un loading 2. C'est pas, on s'en moque un petit peu. Et là, on pourrait se mettre un loader qui tourne. Alors là, je l'écris, mais tu pourrais vraiment te faire un loader qui tourne avec du CSS, comme tu le vois sur n'importe quel site. Donc loader qui tourne. Je me copie loading. On va aller dans notre app.js. Donc là, tu vois que les deux lignes existent. On va se faire un const loading qui va être égal à un document query selector. Alors, j'ai un point virgule qui est venu ici, ça ne sert à rien. Donc, point loading. Et on va se faire le loading 2 et loading 2 ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand ça va charger, je veux qu'il y ait le loading, mais une fois que c'est chargé, je veux plus qu'il y ait écrit le chargement et je veux plus avoir mon loader qui tourne. Et si à tout hasard il y a un problème, j'aimerais peut-être potentiellement écrire problème de chargement directement sur ma page au lieu d'avoir tout ça d'inscrit.
Alors ce qu'on pourrait se faire, c'est par exemple se dire que si la réponse n'est pas OK, plus qu'un console log, ici je vais prendre mon loading, point text content égale problème de récupération. Pourquoi pas? Je peux copier cette ligne, et quand on va aller se faire un catch error ici, pareil, on pourrait se faire la même chose. Loading.textContent, problème de récupération. Tiens, avec 3 points d'exclamation, histoire de les différencier. Maj Alt F, je range. Si par contre, j'ai bien récupéré mes datas, donc avant le return datas, à ce moment-là, je pourrais dire, le text content serait vide. Même plus que text content vide, on va lui dire, ben, le loading, tu disparais. Donc on va plutôt se faire un loading, point style, point display, qui serait égal à none. Maj Alt F, je range un petit coup mon code. Et quoi qu'il arrive, qu'on ait une erreur, qu'on ait réussi à charger nos produits, au final, on aimerait que le loader qui tourne disparaisse. Donc après le catch, après la collade du catch ici, on peut se faire un finally. C'est quoi qu'il arrive, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, finally, j'aimerais que mon loading 2, de la même manière, il se prenne un style.display sur none. Alors là, on a bien récupéré nos informations, donc les deux ont disparu, on n'a pas de problème. On le voit qu'ils apparaissent, ça charge, ça disparaît, et hop, on a bien nos produits. Si je me plante dans mon API, j'enlève une lettre, hop, on a bien problème de récupération qui apparaît ici. Alors dans la console de dev, on a effectivement des messages d'erreur. Un utilisateur ne va pas ouvrir la console de dev, mais on peut lui dire, tiens, problème de récupération, et on pourrait potentiellement mettre un lien pour qu'il retourne à l'accueil ou qu'il aille sur une autre page. Donc voilà comment on peut s'amuser avec un loader, avec une phrase de loading, avec une phrase d'erreur, avec le loader qui disparaît, directement dans notre appel API. Je vais remettre mon petit F à foods, histoire d'avoir mon URL qui fonctionne bien, et là, j'ai bien mes burgers qui apparaissent. Voilà donc, on a fait notre appel API, on a bien mis une const URL, donc on a l'API en tête ici, comme ça si on veut changer à tout hasard d'URL, on peut le faire facilement puisque c'est dès le début de la fonction. Nous sommes bien sur une fonction async await pour la simple et bonne raison que le fetch, qui est une promesse de récupération d'informations de l'URL, ça va prendre un petit peu de temps. Donc tant que ceci n'est pas fait, await, tu attends, tant que ceci n'est pas fait, la suite ne sera pas lue. Une fois que c'est fait, si la réponse n'est pas OK, c'est qu'on a un problème. Si on ne rentre pas dans cette condition, c'est que la réponse elle est OK. Auquel cas, je récupère mes datas. Je rappelle, les datas ne sont pas dans response. Response, c'est juste pour savoir si effectivement tu as la bonne clé avec la bonne serrure pour rentrer dans la pièce. Et une fois que tu es rentré dans la pièce, la fonction JSON sur response, donc le response qu'on avait ici, on lui applique la fonction response, va récupérer les informations, les transformer en un tableau d'objets à partir du fichier JSON que te propose l'API, et ça, on va le garder dans Datas, et tu vas évidemment retourner Datas, puisque si tu récupères des informations que tu ne redistribues pas à utiliser, c'est un peu plus compliqué. De la même manière, tant que l'opération de la fonction .json n'est pas faite, je ne ferai pas la suite. C'est pour ça qu'on a un await. Tu vois, on a deux await. Je commence, je m'arrête, c'est fait, ok, je continue, j'ai un await, je m'arrête, ok, c'est fait, je continue, etc., etc. Et on a vu effectivement notre try catch bien utile pour récupérer les erreurs et pas laisser un site planté, et le finally qui te propose de faire une opération, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et on pensera également que la fonction showDatas, qui n'est pas asynchrone en elle-même, juste elle appelle une fonction asynchrone, c'est-à-dire attends, j'ai tout ça à faire là, et j'ai toute ma fonction avec mes await à faire, donc je suis asynchrone. Tu m'appelles, tu deviens donc toi-même une fonction asynchrone. Ici, on ne met pas de await. On ne met pas de await pour la simple et bonne raison qu'on ne fait rien derrière. Donc ça n'a pas d'utilité de mettre un await ici. Await n'est utile que si et seulement si, dans ce cas-là, tu as autre chose à faire après. Mais tu peux le faire que si et seulement si cette fonction est terminée. Donc dans ce cas-là, quand on appelle une fonction comme ça, comme on avait appelé getDatas ici, on n'avait pas mis await getDatas. Ça n'avait aucun sens et aucun intérêt. Et de toute façon, JavaScript, il n'aime pas trop. Je te laisse t'amuser, je te laisse changer potentiellement la création de texte et mettre une image, si tu veux créer une image et récupérer les images de l'API. Je te laisse t'amuser effectivement avec Swappy. JSON Placeholder, ou tape sur Google, API Fun, tu peux avoir des API avec des Pokémon si tu veux, c'est assez classique quand on apprend à faire des appels API. Et une fois que ce sera fait, je te propose dans la prochaine vidéo un énoncé dans lequel on va essayer de regrouper un petit peu tout ça. On va travailler avec le DOM, modifier le DOM à partir d'une API qu'on va récupérer. On va pouvoir récupérer des burgers, des boissons, des desserts séparément, faire des pages séparément, les mettre dans un panier, accéder au panier,
faire en sorte d'avoir le montant du panier. Et pour tout ça, tu auras l'énoncé dans la prochaine vidéo et les solutions arrivent dans la foulée. Je te dis à très bientôt et amuse-toi bien avec tout ça compagnon de code.